Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur la chaîne Salariat Franchise. Comme vous voyez, le cours de Java Space, nous sommes là pour assister à la conférence développeur blockchain et comment devenir un développeur blockchain. Donc, on va là à la salle, ça a déjà commencé et essayons de comprendre et de découvrir quelles sont les opportunités et les avantages d'être un développeur blockchain. Tout à l'heure. Firstly, I started actually as a backend developer. I started working as a backend developer. As you said, if you want to grow as a blockchain developer, you always have to find yourself working somewhere and you're taught progressively how to become a blockchain developer. Mostly in Africa, since it's not actually regularized, we don't know about it. So I started as a backend developer and we are working on the project, right? And we realized that in some of Ross and the ability people were skeptical. So we needed to convince people that we needed a service that can reassure people. So what we did is we realized we needed to create a blockchain service, and at that moment we wanted to go for Tezos blockchain, and that is using smart the smart to write the Tezos smart contract. We use a language called Smart Key. So I had to learn Smart Key. I had to learn blockchain, and I had no knowledge of what blockchain is. I think a lot of people have the aspect that blockchain, when you hear about blockchain, the only thing we think about is Bitcoin, and then the identity I have for. So I had to make a lot of research, do a lot of practice in order to write a smart contract. And in time, I it's not all about writing a contract. It's all about making sure it's secure. Like after writing the contract, I was happy. I really love that. But there were a lot of loopholes in terms of security. There were a lot. So it had to get checked, and I realized when you want to become a blockchain developer, you don't only want to just write smart contracts, because as someone who has mentioned, a slight error in the blockchain can cost millions of dollars of loss. So you have to, that's why in the blockchain system there's a line, like the group of people in every stage. They have a smart contract developer and have both that security, and anything that goes to mainnet that is public, if you want to say so, anything that goes to public has to be tested and verified by the security team. So yeah, I think that is how I actually started working in blockchain services, because I had a project I had to work on. Then after that, I was after completing the project, I could say very passionate about the blockchain stuff. So I started learning more about it, and I heard about the job opportunity at Ejara, which I took the test. It was my contract test. I got to Ejara. Yeah, and from there on, I had to learn that there's a lot of blockchain smart contract language that is solid, that is what we use. So I had to start learning. And when you want to do blockchain developer, it's not all about how can I say, learning about the language. You have to comprehend, have a full comprehension of how the blockchain ecosystem works. If not, you find yourself writing code that might not make sense and that might not be productive. So yeah. So I think that is what I learned in Jara. You have to learn to understand the ecosystem of the blockchain, learn how to interact with the blockchain, that is, understand the security level, stay up to date to what is always happening. And first and foremost, if you want to get into the blockchain development, I would say it's easy, not difficult, but you have to be very passionate and curious. And I can say always stay up to date, because things are changing rapidly. Blockchain services, they can be Tezos, Ethereum, Tron, they are changing rapidly. So if you want to stay up to date to their various changes, you might have your smart contract, or let's say if you're interacting, if you're working on a project, right, interacting with the smart contract, with the blockchain contract, using something like Web3 or GS, and you're calling them several some endpoints, and there is an upgrade to
to the blockchain service and you're not aware of it, your service is running and all of a sudden because to be able to use it, you have to follow the nodes, the blockchain nodes, right? So when you're using the interacting with those nodes, it is an upgrade and you're not up to date to the changes that were made and any point or something was changed in it, your code will be crashing. So you just forget about money and everything is failing. So always stay up to date, be curious. You have to be passionate about it because you're going to have to read a lot. Because as I said, there are various, you can specialize here, but there are various from, and with time you just keep coming and coming and coming, and you have to make sure you read, mostly our advisors read most of this the white papers to have a full comprehension of how, when, and how is it released. Yeah. Can I ask you a question? Where were you before going to Egypt? Oh, okay. I worked somewhere called Pro Africa. So no, actually, it was just a company who had a project like yeah, and they heard about blockchain and it was something like a crowdfunding project. And people like skeptical. I thought if I did my money at the end of the project, I didn't receive anything. And but people have that knowledge that blockchain is something spread and open and public. So we had to interview the blockchain to assure them, yeah, that security, the reliability, but it's not actually a blockchain. Je crois que je vais vous aller la prochaine question. Tu peux me rappeler ton prénom? Mais moi, le prénom n'est pas quelque chose qu'on partage. Ton prénom? Rodolphe. Oui. Oui, elle nous a parlé de son parcours. Et donc, moi, je voulais savoir qu'est-ce que toi, tu fais au quotidien, dans le cadre de ton métier. Et voilà, qu'est-ce qui t'a arrivé vers ce métier? Tu m'as pas dit que on pourrait déjà se poser la question comme ça. On a pris du coup, non, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Une fois de plus, rebonsoir. Il y a déjà quelques années, la blockchain m'a convoqué et j'ai accepté l'appel de la blockchain. Et ce soir encore, Katika m'a encore convoqué et je suis encore en ce soir. Donc, simplement pour dire que je découvre la blockchain parce que je parle chez moi. Parce que j'avais déjà non seulement du chômage. J'ai dit, mais comment je peux faire pour générer un revenu? Tous les jours, on dit, on peut gagner de l'argent en ligne. Comment je peux faire pour avoir de l'argent en ligne? C'est comme ça que je me lance dans le crypto-monnaie. Je commence donc à me former dans le tas. Je commence à me former, j'essaie de prendre une formation, bref. C'est comme ça que je dis, ok, je sais ce que c'est que la crypto-monnaie. De façon, voilà, de façon basique, comment acheter une crypto-monnaie, comment la revendre, comment analyser une crypto-monnaie, c'est pas suffisant. Il faut que j'essaie de comprendre la technologie sous-jacente. Comment fonctionne concrètement la crypto-monnaie? En fait, quelle est la technologie qui fait la crypto-monnaie, la force d'une crypto-monnaie? La blockchain. C'est pas très intéressant. C'est là que je fais des recherches, je me rends compte, je m'amuse à taper sur Internet. Le métier est le métier le plus lucratif au monde. On me sort de chrétien, on me sort d'investissement dans les actions, on me dit tout ça, et après je vois que pas des résultats. Bref, c'est comme ça que je dis pas ok, sinon on va faire. Déjà, il faut dire quelque chose. C'est que je ne suis pas informaticien à la base. Je ne suis pas responsable à la base. C'est-à-dire que j'ai une formation en finance et comptabilité. Donc, je m'y connais un peu en la finance traditionnelle. Donc, quand je fais dans la recherche, dans la blockchain, je me rends compte qu'il y a une contradiction entre comment fonctionne la blockchain et le système financier dont j'ai la formation, dont j'ai la connaissance académique. Donc, je dis, OK,
Non seulement je n'ai pas cette finance-là, je ne vais pas rentrer sur un ensemble de détails parce que peut-être on va dessus, avec d'autres conférences, pour essayer d'expliquer pourquoi. Je dis donc, la blockchain, c'est mon gars. Donc, je pense que je vais saisir ça. Et c'est comme ça que je commence à fouiller. Je vais donc voir des tutos. Et je vois qu'on n'a pas de développeur blockchain faisant des tutos. Bon, je vais rester modeste. Bon, je n'ai pas pu trouver des chaînes YouTube où on explique le développement blockchain en français. C'est un peu attribuant. Je dis sur YouTube, donc on peut faire des contenus gratuits. C'est là que je commence à fouiller, à essayer de chercher. Et finalement, je tombe dans une formation à distance, comme je vous disais. Mais seulement, comme je vous disais, je sors tellement du chômage. Donc, je parle totalement d'argent pour payer une formation blockchain. Ce qui fait que la première année où j'ai décidé, j'étais peut-être dans le 2019, je n'avais pas d'argent pour pouvoir payer une formation qui était dans les 3 000 euros. 3 000 euros, une formation en distanciel. Ça veut dire que je n'étais même pas en présence, ça veut dire que je n'étais même pas en présentiel. Où on fait une formation où je peux toucher le formateur. Donc, c'est en ligne. Je laisse passer. Et Dieu merci, comme j'avais investi dans la crypto-monnaie, quelques crypto-monnaies que j'avais achetées, certains ont pris de la valeur. Et voilà comment je finis donc par avoir de l'argent. Je finis par acquérir la formation. Et c'est comme ça donc, que je commence donc la formation en full tech. Parce que, en fait, cette formation disait formez-vous en développement blockchain partant de zéro. On a commencé avec HTML, CSS, tout ça en fait. Parce que le formateur nous disait il faut passer par là pour essayer de comprendre comment se fonctionne tout. Rappelez-vous, je n'ai pas de base en informatique. Pour ceux peut-être qui sont de ma génération là actuellement, vous savez qu'au lycée, on devait faire 1000 francs pour l'informatique, mais on n'avait jamais entré en informatique. Donc, si tu n'avais pas la chance que le parent avait acheté un desktop qui gonflait et que le voisin entendait comment la machine gonflait, donc, c'était un peu compliqué. Bref, c'est comme ça que j'essaie de travailler. Je travaille. Bon, là, je rentre déjà dans mon quotidien. C'est comme ça que je commence à travailler. Je me rappelle, je suis toujours en chemin. Je suis un investisseur indépendant. Donc, je ne suis pas, par exemple, quand je me lève le matin, voilà, je suis assis devant mon ordinateur. Je tape tout ce que je trouve. Et c'est comme ça que je commence. Quand je finis la formation avec les formateurs, je rentre dans mon ordinateur, j'essaie de voir les tutos, j'essaie de commenter la formation, j'essaie d'aller sur Udemy, j'essaie de voir si les formations accessibles, des formations gratuites. C'est là que je commence. Et je me rends compte que je suis purement dans l'académie. C'est-à-dire que je me rends compte que les formations que j'essaie d'obtenir, les connaissances que j'essaie d'acquérir sont purement académiques. Pourquoi? Parce que je ne produis rien de concret. Je me tarde simplement à écrire un ensemble de cours que je ne comprends pas forcément tout. C'est-à-dire que je me trouve en train de saisir, je suis dans Solidity, je saisis. Je suis dans React Native, je suis dans React, je suis dans Node.js. Je ne comprends pas tout ce que je dis. Je dis que je passe par la réalisation des projets. Je découvre tout ça. Pour le développer, ça, c'est possible. Je dis, OK. Je découvre le cœur de GitHub. Je sais, c'est un instrument de développement entre parenthèses. En fait, GitHub est un peu comme un site où les développeurs se rencontrent et partagent des projets. Voilà. En tout cas, s'il y a des questions dans les expliquer plus tard. Bref, pour aller un peu plus vite, c'est comme ça donc que j'essaie de voir d'autres projets, tel a produit telle chose, tel a produit telle chose. Je commence donc par le clonage, parce qu'il n'y a pas de clonage. Je commence par le clonage. Parce que tu me dis que si moi j'ai la c'est plus grand de mon concept. Je commence par le clonage. Je commence à cloner Netflix, je commence à cloner YouTube, je commençais par là. Parce qu'il fallait quand même quelque chose de concret. Quand je clone, je dis, je sens quand même que voilà, ça monte, moi j'ai arrêté. Bon, pendant que tu as cherché les développeurs, et je savais que j'étais en chômage, voilà, je n'ai pas vu ça. Ça demande que, voilà, je dis, mais comment est-ce que je peux donc faire, comment concrètement je peux faire ça? Du coup, le mot freelance. Freelance. En anglais, freelance. Pourquoi ne pas mettre en freelance?
Je commence à créer des comptes un peu de partout, tout ça et tout ça. Et pour la petite histoire, dans cette formation que je prends en distanciel, nous sommes nombreux, je le fais quand même. Ça veut dire que ça, les personnes où les fuseaux horaires sont différents. On a presque le cas de 5 ou 6 heures. Donc, du coup, ce que je n'arrive pas à le comprendre. Donc, bref, ça, c'est une parenthèse. Pour dire que, en fait, je n'ai pas de comme on voit souvent à l'université. Donc, ce qui fait que quand je finissais, j'étais obligé de rentrer dans la machine. Parce que si moi j'avais le nom à toi, là, disons comme ça, je peux dire, gars, rencontrons-nous dans un café, là, par contre, c'est de taper le 5 coups. Bref, c'est comme ça que je mets dans. Je prenais la route du lait. Après, je commence à prendre un peu comme une économie, je commence à prendre un peu des pommes, je prends du macaron, après, je commence à couper du pain. Donc, c'est comme ça que je commence à dire qu'il faut que je passe dans la phase de production, n'est-ce pas, des projets pour le développement de notre continent. Déjà parce que, je dis ça comme ça, je suis pour la décentralisation. C'est ça qui me motive en fait. Parce que même quand je me dis que je l'écoute à tout moment, avec pas que laisser vous parler de réunion, puisqu'on a passé le temps pour parler de ça, je comprends que en fait, la blockchain répond clairement à ce que je veux en fait. Parce que j'ai eu l'émission de la contact, que j'ai dit, nous sommes bien inclusifs. J'ai découvert donc que la blockchain finalement devenait une passion. Peut-être dans la soirée, j'ai peut-être des élèves pratiquement, des étudiants que j'ai formés dans la blockchain. C'est devenu une passion pour moi. Ça veut dire que ce que je peux payer mon mari, ce que je peux pas mes enfants, c'est grâce à ça. Donc, c'est comme ça que je commence à travailler sur le projet en freelance. Je pense offrir le service en tant que consultant. Tu me contactes, j'ai peut-être j'ai passé les éléments, donc voilà, j'ai besoin de mettre en place un exchange, j'ai besoin en place de mettre un site d'échange de crypto-monnaie, j'ai envie de mettre ceci, un wallet en place. Donc, on essaie d'échanger. Et voilà comment ça se passe. Mais malheureusement, c'est pas que j'étais très content. Malheureusement, je n'étais pas disponible. L'événement qui s'est passé récemment, j'ai bien voulu assister. Malheureusement, c'était l'un des événements où je dis, wow, enfin, le Cameroun commence à comprendre que c'est de cette technologie qu'il faut aller. Parce que j'avais comme l'impression que lorsque je vivais dans les réseaux sociaux, j'avais comme l'impression que j'étais le seul à le comprendre. C'est-à-dire que j'ai à peine 2 likes. Mais quand je vois mon voisin, ce qu'il publiait, donc je dis mon voisin, je dis mon voisin de gauche, je dis mon voisin, c'est-à-dire que mon voisin du Cameroun, mon voisin, je sais tout simplement qu'il chante les chansons que vous connaissez là, et voilà, il a fait le bail, il a fait ceci, et puis il faut se dire, est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on pense qu'on peut vraiment parce qu'on a comme ça l'impression qu'on est fait avec comprendre nous-mêmes. C'est comme ça que je travaille au quotidien. Donc, je suis entrepreneur, je suis développeur, full blockchain. Donc, je travaille sur le projet. Et mon souhait ou mon rêve, c'est toujours de rencontrer les autres. Je savais qu'ils sont là, parce que je sais comment le Cameroun fonctionne. Je savais que les développeurs sont là, mais ce n'est pas pareil. Jusqu'au moment où on dira, en fait, on a besoin vraiment des développeurs blockchain et ils sortiront. Et c'est pour ça que je dis, je ne perds pas espoir, je dois continuer à foncer, même si je reste là, je dois continuer, n'est-ce pas, à travailler. Donc, je me dis, je suis là ce soir et je pense que ensemble, on pourra faire des espoirs avec cette technologie. Donc, notre quotidien n'est pas facile en tant que développeur blockchain parce que le travail d'un développeur, à mon sens, réside simplement dans la résolution, n'est-ce pas, des conflits. Je pense que ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut débloquer ce qu'on appelle le débugage. Ça va passer, tu vois un code, tu vas être là pour résoudre le problème. C'est-à-dire si tu prends un code et que ce code fonctionne bien, on ne pas le laisser. Prends un code, tu vas te casser la tête. Ou tu vas passer, n'est-ce pas, les deux matchs, tu vas travailler. Parce que là, tu vas dire, après, il fallait télécharger telle dépendance, il y a telle dépendance, il y a tel fond, il y a telle chose qui va être c'est ça que je te parlais tout à l'heure en fait, je suis en train de par exemple, le NFT marketing. Donc, c'est quelque chose là, je parle de ça. Parce que ça me crée toutes les difficultés pas possibles. Mais comme je savais que le travail de développeur, c'est simplement dans le débugage, j'ai dit, OK, il faut que je continue aussi. Bref, voilà notre quotidien. Ce n'est pas évident. Aucun de notre contexte, aucun de nous précisément, j'ai comme l'impression que ce n'est pas encore ça. Mais, avec ce que je vois ce soir, on a espoir.
Voilà, donc on a là quelqu'un qui a découvert la blockchain, d'abord intéressé par les articles, ensuite il s'est formé en développement blockchain grâce à ça. Nous applaudissons. Voilà, je pense qu'à côté de lui, nous avons Gilles. À côté d'elle, on a Gilles. Moi, je connais Gilles depuis LinkedIn. Quand je suis, je crois que c'est l'un des produits que j'avais vu à l'époque. Quand je suis arrivé au Cameroun et que j'ai fait la blockchain. Donc, je suis tombé sur lui en parcours. Et je me suis rendu compte qu'il était très occupé pour venir travailler quelque part et, parce qu'il dispensait des formations que j'ai un peu essayé qui ne peut pas parler, comme notre collègue vient de parler. Donc, je vais un peu passer le micro à Gilles pour qu'il nous parle un peu de ces formations et comment est-ce qu'il en vient. Est-ce que je suis arrivé au niveau formation? Non. Contrairement à mon cher ami, moi, je ne suis pas entré dans la blockchain en tant qu'investisseur. Et ceux qui me suivent généralement savent que ce que je demande de faire, c'est d'investir d'abord dans son cerveau avant d'investir dans tout le monde. Moi, je connais le Bitcoin depuis que je suis à l'université de Bouillard. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Vous connaissez les anglophones, ils saisissent toutes les opportunités. Donc, une fois que je suis quitté de là, je suis revenu à Douala parce que je voulais bien rester, mais la crise nous a laissé tranquille. Il fallait qu'on du bagage. Donc, j'étais, je crois, sur le net en train d'étudier quelque chose parce que moi, je suis quelqu'un qui aime ouvrir à chercher des choses parfois un peu compliquées, complexes. OK? Parce que je suis ingénieur informaticien à la base, mais je ne suis pas développeur. Donc, j'ai fait du réseau et j'ai aussi des compétences en data analytics, data science. Donc, je me suis lancé dans l'écosystème blockchain, premièrement, pour comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Pour voir quels sont les différents types de métiers qui pourraient venir autour de cette technologie-là. Donc, c'est comme ça que je me connecte toujours en ligne, donc je cherche de nouvelles opportunités, des choses un peu plus complexes, parce qu'on parlait de blockchain, tout le monde avait peur. Bon, moi, je vais essayer de voir ce que c'est. J'ai donc pris le temps d'écouter une vidéo 2, 3, 4 fois, et je suis tombé amoureux de la technologie sans la communauté dangereux. Donc, j'ai essayé de comprendre réellement comment ça se passe et j'ai essayé de chercher des formations aussi. Je vois que c'est quelque chose de difficile, surtout quand j'ai dans un environnement francophone. Et j'ai eu la chance quand même de fréquenter à l'université de Boulogne, donc je suis quand même bilingue. Donc, même si ça a été un challenge pour devenir bilingue, et si c'est de quoi je parle, c'était très compliqué. Mais bon, aujourd'hui, je peux dire que je suis bilingue. Donc, avec mes compétences en anglais, j'ai pu accéder à certaines formations en ligne qui m'ont permis de pouvoir comprendre réellement comment est-ce que la blockchain fonctionne. Vous dites, il faudrait prendre du temps. C'est important de comprendre comment est-ce que la blockchain fonctionne. Pourquoi est-ce que vous devez devenir développeur blockchain? Parce qu'à l'intérieur de cet écosystème-là, il y a beaucoup de métiers. On parle de développeur blockchain, il y a beaucoup d'autres métiers. Il y a beaucoup d'opportunités. Et j'ai commencé à essayer à comprendre comment est-ce que la blockchain fonctionne. Au début, j'avais, je crois, 1 like, 2 likes, comme tu le disais, sur LinkedIn. Et moi, je suis allé sur LinkedIn tout simplement parce qu'il y avait des statistiques qui étaient claires. LinkedIn disait qu'il y avait, je crois, une demande de développeurs qui était élevée à plus de 500%. Donc, c'est pour ça que je suis allé créer mon compte. J'avais un compte sur LinkedIn, mais je suis allé l'activer et commencer à réellement partager du contenu. Donc, au fur et à mesure que j'apprenais, je partageais. Si fini ma connaissance que je recevais, je partageais. Donc, au début, on voyait que c'était un fou, et puis, vraiment, ces histoires-là, je cherche un bon truc, je suis quand même compétent. Écrit tout là, c'est comme quoi. Tu peux faire la cybersécurité classique, tu peux faire non,
j'ai commencé à apprendre. La première opportunité que j'ai eue, c'est de participer à un hackathon en Afrique du Sud avec la blockchain Telegram Open Network, où il y avait un groupe de Camerounais, dont j'étais le leader à l'équipe, et des personnes qui venaient du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Kenya. Donc le Cameroun était représenté par une seule équipe et j'étais le leader de cette équipe-là. Donc il fallait qu'on écrive un contrat pour résoudre une solution réelle, palpable. Et à cette époque, ce qu'on a mis en avant, ce que j'avais proposé, c'était un smart contract qui permettait tout simplement de tracer le vaccin du COVID-19 pour authentifier que ce vaccin-là est vraiment provient par exemple d'une pharmacie ou alors d'un gouvernement authentique. Donc, c'était le cas d'usage. Et après, la 14, nous sommes sortis troisième, on a remporté un prix. Et c'est pas l'argent qui est le plus important. Tout à fait. Jusque-là, c'est notre venu en retard. Mais bon, ce qui était plus intéressant, en fait, c'était la visibilité. C'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre vraiment que voilà, il y a des opportunités dans ce secteur d'activité. Et avec le peu de connaissances que j'ai déjà eu à avoir, acquérir, j'ai réalisé déjà quelque chose. Donc, j'ai causé avec ma fiancée, elle me disait tout le temps, blockchain. Quand je lui ai dit voici l'argent, la blockchain, ça veut dire que c'est. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer et j'ai commencé à partager au maximum ce que je savais faire, ce que je connaissais. Même si je n'étais pas encore expert et on n'est jamais expert, j'ai partagé, j'ai eu des collections de couvertures de par le monde entier. Je vous dis, il y a des opportunités dans cette affaire. Maintenant, il faudrait savoir ce que vous voulez faire, savoir avec qui vous voulez travailler, savoir pourquoi vous travaillez dans telle entreprise ou telle autre entreprise. Par exemple, une entreprise comme Idjara m'avait contacté pour travailler avec elle. Idjara, c'est une entreprise qui est basée ici à Douala, qui propose des solutions blockchain. Il y en a tellement. Donc, à un moment donné, j'ai perdu espoir. Mais il y a un mail qui m'est parvenu par LinkedIn. Ils ont demandé un développeur blockchain avec des compétences en sécurité. Et quand j'ai fait le salaire, là, je vois. Donc, l'histoire s'est réelle. 250 000 dollars. 250 000 dollars. Finalement, tu as pris? Non, j'avais d'abord laissé parce que bon, c'était un peu compliqué. Non, j'avais laissé d'abord la blockchain à un moment donné parce que je ne comprenais pas. Je me posais la question moi-même chaque matin. Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que c'est bizarre? Les gens ne likent pas, les gens ne sont pas intéressés. Mais quand j'ai vu cette pauvre-là, j'ai dit comment je vais. Donc, j'ai continué et j'ai commencé à me spécialiser. Il y a eu des marchés qui sont venus, des personnes qui me contactent parfois de l'Inde, des Indiens. Vous imaginez comment les Indiens sont placés? Des Indiens. J'ai un mentor qui est indien, qui travaille aujourd'hui à Consensus, qui est une entreprise d'Ethereum, en quelque sorte, ils sont fondateurs. Des personnes m'ont contacté du Canada pour travailler sur le smart contract logistique. Des personnes m'ont contacté de la France, du Canada pour des formations, parce que une chose aussi qui m'a intrigué, c'est que j'étais dans un groupe Discord et j'ai partagé quelque chose de mes articles. Et un Américain m'a contacté, il me dit, bon, il voulait que je forme dans le secteur de la blockchain. Je me dis pourquoi. Il me dit parce que c'est tout simplement l'avenir. Toi, tu es dans quel pays? Je dis aux États-Unis. C'est l'avenir là-bas, ça veut dire qu'ici, ça va quoi. En fait, je ne me trompe pas de chemin. Il faudrait que je continue à partager. Surtout, n'ayez pas peur de partager ce que vous savez. Aussi minuscule votre compétence, votre connaissance, partagez. Parce que c'est à travers ça que moi j'ai eu cette petite visibilité. Parce que j'ai eu à collaborer avec les personnes qui ne sont pas ici. Quand vous dites que quelqu'un te contacte de l'Inde, pas une fois, pas deux fois, les États-Unis, la France et la Belgique, ça fait tourner la tête en fait. Au point où quand une entreprise locale qui contacte, tu dis que bon, on va voir.
toute façon. Donc, c'est un peu ça. Déjà commencé. Non, c'est pas que j'ai boudé. J'avais je suis toujours ouvert. C'est juste qu'à un moment donné, je n'ai pas voulu continuer dans le développement même. Exact. Parce que mon but réel, c'était la sécurité. Et pour comprendre la sécurité sur la blockchain, pour être positif et comprendre les gens, il faudrait comprendre le code. Comment est-ce que le code fonctionne dans le root cause. Voilà un exemple de code qui est sur l'écran. Ce code peut avoir une faille. C'est un wallet qui permet juste de pouvoir mettre de l'argent et aussi retirer de cet argent. Il y a déjà une faille sur ce contrat, tout simplement parce qu'on n'a pas spécifié qui peut le faire. On n'a pas spécifié une adresse qui peut le faire. Donc, écrire un contrat, c'est parfois facile, parce que celui qui dit c'est un langage de programmation qui est facile à débuter, mais si un contrat est parfois complexe, donc il faudrait avoir vraiment de l'envie, il faut avoir faim intellectuellement pour pouvoir réaliser de belles choses. Donc, une fois que je l'ai fait, je me suis rendu compte qu'il y a un déficit au niveau des formations. J'aurais même dû commencer depuis, mais bon, je me suis dit, les gens me contactent, ça me dit que forcément, il y a quand même quelque chose. Avant, il y a quelque chose à apporter. Parce que, voilà, j'ai déjà appris beaucoup de choses. Il faudrait aussi parler. Ça fait partie de ce qu'on appelle legacy. En anglais, c'est l'héritage. Donc, une fois qu'on a appris, si tu es le plus riche de la Terre, si tu n'as pas créé un système, un héritage, forcément, tu ne seras pas intéressant pour les amis ou alors pour les personnes qui viendront après toi. Donc, j'ai donc essayé de mettre sur pied un ensemble de programmes de formation que j'ai déployés sur Udemy qui portent sur plusieurs domaines de la blockchain. Parce que moi, je m'oriente beaucoup plus carrière. Parce que j'ai créé une formation pour devenir consultant blockchain qui parle non seulement des différents aspects de la blockchain, mais aussi de l'architecture même de l'application décentralisée. Parce que c'est important, il faut le dire. On ne peut pas juste se placer et commencer à écrire le code, ça n'a pas de sens. Comprenez l'architecture de la blockchain, comprenez l'architecture d'une application décentralisée, parce que le smart contract n'est qu'une partie intégrante de tout ceci. Après ça, il y a le front-end, il y a le back-end, il y a le nœud, il y a le déploiement. C'est tout autre chose. Donc, cette formation, devenir consultant architecte blockchain, est disponible sur Udemy. J'ai aussi fait une formation sur la tokenomics. C'est quelque chose d'extrêmement important. Généralement, quand on veut lancer un projet, on demande des développeurs sans développeurs. Le plus important, ce n'est pas de créer par contre, de chercher le développeur, c'est de pouvoir comprendre le mécanisme de fonctionnement économique d'un token. Parce qu'il y a plein de tokens qui échouent tout simplement parce que la tokenomics n'est pas bonne. C'est important de le savoir. Ce sont des projets qui sont directement liés à l'investissement, par exemple. Si la tokenomics n'est pas bonne, le projet échoue, même si le développeur est compétent, comment le projet va échouer. Donc, c'est plusieurs composants. C'est important de le savoir. Il y a aussi une formation sur l'audit des contrats intelligents. Normalement, j'ai fait une vidéo là-dessus et la formation va plus de 7 heures de temps. Je vais ajouter au fur et à mesure, ce n'est pas évident. Faire une grille de contenu, c'est compliqué. Donc, je me suis lancé dans ça. Faire des formations en anglais et en français, parce qu'il y a un déficit. Et l'anglais aussi, il y a plus de personnes qui sont intéressées, parce que les personnes avec qui je contacte, je communique le plus, sont les personnes qui viennent du Nigeria, des anglo-saxons. Il y a peu de francophones avec qui je collabore. Hier encore, j'ai eu un appel du Gabon. Quelqu'un qui essaie de lancer une solution blockchain et il a eu mon contact par le biais de Karim, qui est aussi une influenceuse crypto-ici. Il voulait savoir comment implémenter certaines choses. Donc, ce que moi je veux dire pour la fin, c'est qu'il y a des opportunités. Formez-vous, prenez le temps. Il y a des formations même gratuites. Si vous voulez pas passer d'argent, allez même sur YouTube. Ou alors, créez même des contacts avec des personnes qui ont des compétences comme lui, qui pourraient vous apporter ces compétences-là, parfois gratuitement, mais après, il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Le prix à payer, ce n'est pas toujours de demander, parce que ce qu'on obtient généralement gratuitement n'a pas de valeur. Et quand je l'ai compris, j'ai commencé à payer parce que YouTube, ça ne suffisait pas. Il faut payer. J'ai payé des consultations, $500, $1000, tout simplement parce que je voulais avoir une connaissance continue. Après, je me rends compte que oui.
Bon, en ce qui concerne l'information, mais les liens sont sur Udemy, vous pouvez les voir. Il y a la formation initiation en blockchain, développement. Vraiment, on apprend pas à pas comment est-ce qu'on programme un contrat intelligent avec les différents cas d'usage, comme la supply chain dont j'ai parlé, comme par exemple un réseau social décentralisé avec un smart contract, comme par exemple, il y a les trois cas d'usage. Donc, ça permet de vous initier pas à pas, que vous soyez développeur ou non. Maintenant, on va faire peut-être des formations un peu plus ciblées en fonction des noms de son consultation. Mais je pense que c'est pas d'ici la semaine prochaine ou la semaine prochaine, tout simplement en janvier, je suis en train de le poser avec Elvis. Il voulait qu'on organise une formation de développeur en présentiel, une espèce de bootcamp pour pouvoir apporter plus de développeurs dans l'écosystème. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire avec PTH Cameroun. Je pense que vous avez entendu parler de PTH Cameroun. On devait organiser un bootcamp, mais tout ne s'est pas passé comme on le voulait. Donc, si tout se passe bien, on organisera cette formation développeur blockchain avec Elvis comme job ici, en Afrique, ici au Cameroun. Et le plus important aussi, c'est de savoir que au-delà de l'investissement financier, il y a l'investissement de la connaissance. Les personnes qui créent des projets comme les tokens, il y a toute une équipe qui travaille derrière ce projet-là. Il y a des développeurs, il y a des comptables, il y a des product architectes, il y a toutes ces personnes-là. Est-ce qu'il faudrait juste contribuer à l'écosystème de manière passive ou alors de manière active? C'est pour ça que je félicite beaucoup Katika, qui crée un wallet qui va nous générer beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de visibilité, parce qu'il y a peu de produits comme ceux-ci-là qui se déploient ici en Afrique. Donc, c'est une initiative. Voilà. Donc, merci Katika. Non seulement de nous inviter à créer, aussi cet écosystème-là, de la faire perdurer sur le temps. Merci. S'il vous plaît, avant de prendre la parole, je voulais apporter quelque chose. Et là, je complète ça en disant, et peut-être ça va motiver certains. J'ai sauté un épisode tout à l'heure. Parce que lorsqu'on commence dans l'écosystème blockchain, dans un environnement où tu es le seul à comprendre ce que tu dis, ce que tu fais, je suis contacté par la PIAC. La PIAC me contacte. Il me dit, je vois tes publications sur Facebook. Je dis, la dernière fois sur Facebook. C'est ton pas là. Il me dit, il veut développer une solution sur les NFTC. Le moyen de la banque centrale. Je ne sais pas la compétence de développer une crypto-monnaie sur une monnaie de banque centrale. Donc, c'est pour dire qu'en fait, il y a la demande, il y a des institutions qui sont à la recherche, n'est pas de solutions. Mais la main d'œuvre. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, voilà, il y a quelque chose. Merci encore. Voilà, maintenant, nous allons un peu nous intéresser à Julie. Je connais Julie d'abord grâce à son initiative Blockchain for Africa qu'elle a lancée, qui vise à montrer globalement les opportunités que nous, les Africains, on peut avoir en s'intéressant à la blockchain. Après Blockchain for Africa, je suis parti personnellement, j'ai tapé son nom sur le pouvoir. Celle-là, c'est une petite expérience à commencer à dire de blockchain pour les Africains. Et puis là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sites, beaucoup de journaux dans le domaine de la blockchain où elle a écrit des articles. J'ai essayé de les commenter. On était à plus de 500 articles, peut-être même plus, ça, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, et du coup, je rapproche du ministère de l'Intérieur. Et puis, c'est là où elle commence à me dire, en fait, voilà, les gens me contactent comme ça quand j'ai commencé à écrire et tout. Et puis, elle me dit, quand on me contacte pas seulement pour même les articles, mais aussi avec des opportunités. Donc, Julie va nous parler des différentes opportunités, notamment en termes de développeur blockchain, et peut-être même plus actuellement, et nous dire un peu les exigences que
et les propositions qu'on lui fait souvent, quoi. Question de mettre un peu de surface. Je peux me présenter d'abord mon histoire avec la blockchain. Ok. Donc, moi, c'est un peu pareil que les autres. Bon, moi, personnellement, je découvre le Bitcoin en 2017. Mais bon, le gars qui nous en parle, en fait, il a des manières peu commodes. Il a l'habitude de scammer les gens. Donc, quand il m'en parle, je dis, ah, le gars, encore avec ses affaires bizarres. Donc, je le mets out. En 2020, 2019, je fais des recherches dans quoi est-ce que je peux investir mon argent. Je tombe sur une crypto-monnaie. Je dis, ah, en quoi c'est ça, le crypto-monnaie? C'est comment? Donc, moi, je m'intéresse à la crypto-monnaie parce que je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce que, pour moi, en fait, c'est un scam. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs intelligents qui se laissent avoir. Mais je me dis, bon, avant de juger un livre, il faut bien le lire. Donc, c'est comme ça que je rentre dans la documentation, je lis. Et là, je découvre la blockchain. Je me dis, ah, à travers la blockchain, c'est autre chose. Et voilà, c'est comme ça que mon aventure avec la blockchain commence. Dans la foulée, je suivais beaucoup un média qu'on appelle Cryptos. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, j'ai remarqué que beaucoup d'Africains ne connaissent pas Cryptos. Donc, je suivais Cryptos. Et un jour, je tombe sur une annonce. Bon, à la base, je suis ingénieure en informatique. Et à l'époque, j'étais enseignante en informatique. Et donc, un jour, je tombe sur une annonce de Cryptos, il recherche des rédacteurs. Je dis, ah, c'est vrai que j'aime bien écrire, mais est-ce que je saurais écrire par la blockchain? Ça, c'est vrai que je maîtrise pas. Je me dis, bon, en plus, je vis au Cameroun. Quelle est la probabilité, avec tous les gars qui savent rédiger en même, quelle est la probabilité pour que moi, on me choisisse? Donc, je dis, ah, j'écris quand même. Je leur écris et ils me répondent, hello, Junior, on a reçu ton truc et ton profil nous intéresse. Envoie-nous un narratif que tu as rédigé et on voit. Je suis émerveillée. Je rédige l'article, le lendemain, je l'envoie. Et on me dit, OK, c'est OK. Demain, on commence. J'ai les épaules plein la tête. Je me dis, nah. Quand je demande salaire, c'est combien? Je dis, non, je me dis pas les chiffres. En fait, je suis dépassée. On peut payer autant. Je me dis, bon, et en fait, à la base, à l'époque, je ne sais pas que je suis même la moins payée de l'équipe. Je ne sais même pas ça. On me dit, OK, on commence. C'est quand on commence, j'écris. Moi, je n'ai pas vécu le moment de solitude que les autres ont vécu. Moi, vu que j'écrivais pour Cryptos, il y a tout de suite des gens, surtout des Français. Je me dis, il y a un petit réseau de Français que j'ai intégré, sans même m'en rendre compte, parce que les gens partageaient mes articles, les gens appréciaient mes articles. Donc, je me suis tout de suite trouvé une communauté. J'ai pas eu des problèmes de solitude. Par contre, c'est vrai qu'au Cameroun, je me disais, mais au Cameroun, bon, c'est vrai que je connaissais Nelly parce que Nelly travaillait avec quelqu'un que je connaissais. Et voilà, donc, au Cameroun aussi, j'avais un petit réseau parce qu'à l'époque, Idjara n'était pas encore Idjara aujourd'hui. Idjara, c'était Nelly, le français là, et mon ami Abdel. Donc, je maîtrisais Idjara, j'avais un réseau en fait, d'amis dans la blockchain. Donc, au fur et à mesure que j'écris, donc ça intéresse du monde et tout. Après, je me dis, je sais tellement de choses aujourd'hui parce que j'ai collaboré avec tellement de projets, collaboré avec des gens d'Ethereum, des gens de Solana, des gens. Parce que lorsque je rédigeais des articles chez eux, ils venaient m'apporter des conditions. C'est-à-dire qu'on était obligés de travailler ensemble parce que bon, moi, ayant la maîtrise technique que les autres rédacteurs n'avaient pas, c'est toujours moi qu'on mettait sur des articles où on devait développer l'aspect technique. Donc, ça fait que je travaille avec justement ces équipes-là. Et donc, j'ai beaucoup appris, j'ai gagné énormément en raison. Et après, je me dis, aujourd'hui, je connais tellement de choses dans cette technologie-là. Pourquoi ne pas développer, déployer une solution, justement, blockchain, qui va résoudre un problème concret sur le continent? Parce que j'avais un problème, c'est que tout le monde me parlait des crypto-monnaies. Lorsqu'il parlait de blockchain, c'était crypto-monnaie, crypto-monnaie. Tout le monde, parce que tu disais, j'ai un projet dans la blockchain, c'était FineTech. Donc, moi, ça me soulage, je me disais, avec tout ce qu'on peut faire avec la blockchain, pourquoi est-ce que vous ne vous intéressez qu'à l'aspect FineTech? Donc, je mets sur le papier plein d'idées
que je veux concrétiser qui va révolutionner l'Afrique. Après, bon, quand je me pose, je dis, je commence par quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je me dis, bon, c'est vrai que tous ces projets-là, je les aime, mais je ne peux pas les déployer seul. Premièrement, parce que le développement, j'ai envie de le faire depuis. Moi, j'avais choisi. C'est vrai que au début, ma spécialité, c'était développement, mais après, j'ai viré vers le cloud computing. Et donc, je me dis, bon, seul, je ne pourrais pas. Il vaut mieux que je travaille avec des équipes. Mais comment travailler avec des équipes sur plein de projets différents? C'est là que j'ai décidé, en fait, de créer Blockchain for Africa dans le but d'accompagner les entrepreneurs qui déploient des solutions sur la blockchain. Parce qu'il y avait aussi la question du contexte, ça allait être compliqué. Moi, j'avais l'avantage que j'avais un réseau très solide qui allait m'aider à accompagner ces gens-là. J'avais déjà le réseau des grants, des subventions, ceux qui ne connaissent pas, pour avoir le financement pour les projets. Donc, j'avais un réseau, en fait, qui était là. Il manquait juste deux cas, créer la structure. C'est pour ça que je crée Blockchain for Africa. Vous déjà dire aux Africains que vous qui pensez que la blockchain n'avance pas, là, regardez ce qu'ils font en Nigeria, regardez ce qu'ils font au Ghana, regardez ce qu'ils font en Afrique du Sud, et voilà, voilà, voilà. Donc, présenter les projets, globalement, que les autres pays font, et leur montrer qu'il y a ces projets-là qui existent, et que nous aussi, en Afrique francophone, on peut faire la même chose. C'est dans ce contexte-là que je crée Blockchain for Africa. Après, bon, il y a aussi la question que les gens ne sont pas formés. On se rend très vite compte que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la blockchain. Tu vas demander aux gens d'entreprendre dans la blockchain quand ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est avec ça que je commence à faire des petits articles justement où je veux éduquer les gens sur les cas d'usage de la blockchain sur Blockchain for Africa. Je fais des workshops avec lui, justement pour permettre aux gens d'acquérir des compétences. Parce que autre constat qu'on fait, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés de déployer des solutions blockchain, mais ils ne savent pas par où commencer, ils ne sont pas développeurs. Ils font comment pour développer ces solutions. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros manque de développeurs blockchain dans l'écosystème. Il y a vraiment du besoin. Dernièrement, lorsqu'on a organisé le PH Cameroun, on s'est encore rendu compte du fossé. Je ne sais pas si vous connaissez la GIZ. Il y en a qui connaissent la GIZ. Oui, c'est une ONG qui est financée par les Allemands. Ils investissent de gros capitaux pour le développement des communautés en voie de développement. Et donc, figurez-vous que lorsqu'ils ont voulu lancer un projet blockchain, ils sont allés trouver la ressource où? Au Kenya. Ils sont allés trouver en première position, ils sont allés au Kenya trouver la ressource. Là-bas, après, ils sont rendus compte que, bon, vu que vous dites que ce que vous avez développé pour nous, ça vous appartient, ok, on va se développer pour nous, on vous laisse avec le projet en développe. Donc, il y a un gros besoin. Je causais également avec un autre gars, il essaye de créer une solution aussi sur la blockchain. Il m'a dit, lors de l'événement Étage Cameroun, combien tu veux que je te paye pour que tu formes les développeurs pour moi? Je veux des développeurs, je suis prêt à payer leur formation. Tu me trouves les gens. Je paye leur formation à la fin. Un peu comme dans le système des alternances sociales, donc, vous voyez qu'il y a. Et moi, en fait, comme j'ai beaucoup de contacts, j'ai surtout beaucoup de contacts avec la France, c'est vrai que Idara aussi, je connaissais les besoins et tout. J'ai un peu fait comme une bougie. Donc, la France également, il y a plein de gars qui me disent est-ce qu'on a réussi à avoir un marché au Cameroun, on a réussi à avoir un marché au Togo, on n'a pas de ressources, comment on fait? Est-ce que tu as des gars là-bas? Je dis que non. On dit ok, est-ce que toi tu peux recruter du monde que tu pourras? Je dis ok, mais ils sont où en fait? C'est pour ça que quand Ricardo m'a dit. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as demandé? Parce qu'il y a énormément de besoins. Moi, je reçois beaucoup de demandes de la France. En Afrique aussi, il y a beaucoup de besoins. Figurez-vous,
Non, attendez, justement, ce qui est bien, bon, ce qui est aussi pas bien, ce qui est bien, c'est pas ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est que bon, les entreprises locales, vraiment, je ne sais pas combien elles payent, mais si vous n'avez pas d'autres moyens, il faut bien commencer quelque part, vous commencez par les entreprises locales. Mais les entreprises étrangères, elles vous payent comme si vous viviez là-bas. Oui, et encore, bon, c'est vrai qu'en général, elles vont faire une petite baisse parce qu'ils se disent que, bon, les entreprises, elles se disent que, bon, ils vivent comme vous, bon, on ne va pas le payer quand même, ils paient les impôts en France, donc on doit le payer autant. Et elles vont diminuer, mais ce qu'il vous reste après qu'elles aient diminué le salaire qu'elles ont prévu pour vous donner, c'est largement suffisant. Vous vivez comme un roi. Moi, à un moment donné, hein? Oui, ça c'est clair. Oui, le filet chine. Parce que quand vous avez une idée de on est comme le pays, on fait comme le pays. Donc, je dis de la bouche, c'est le potentiel appareil. Donc, il y a énormément de bons. Moi, je vous dis, s'il y a des gens ici qui sont clients de opportunités, vous voyez, moi. Parce que moi, j'ai déjà fait énormément. À un moment donné, je voulais même. À un moment donné, je voulais même faire la sous-traitance. Genre, OK, je prends les projets, je recrute une équipe qui travaille sur ces projets. Mais il y a une toujours français qui m'a dit pour ça, il faudrait t'assurer que tes gars soient très bons. Sinon, ouais. Effectivement, donc vraiment, figurez-vous qu'il y a en Europe, l'Europe occupe 67% des métiers, des postes à pouvoir dans la blockchain. Pourquoi est-ce que nous, en Afrique, on n'est pas aussi. L'Europe, on se dit l'Europe 67%, l'Afrique, c'est même pas 1%. Pourquoi est-ce qu'il y a cette gap-là, 1%, 67%? Nous, on n'est pas compétents. Il y a quelqu'un qui n'est pas compétent. On a la même compétence, on a. Et les diplômes, justement, ce qui me fascine avec ce domaine de la blockchain, c'est qu'on va rarement te parler de diplôme. Moi, j'ai jamais vu ça, moi, j'ai parlé de diplôme. Hein? Oui. C'est pour ça que tout à l'heure, quand il a parlé de GitHub, je lui ai dit oui. Aujourd'hui, tu es développeur. La façon de faire les choses, c'est que d'avoir un GitHub, quand tu postules à une autre, tu es capable de dire ok, je n'ai pas encore d'expérience dans cette entreprise, mais voilà ce que j'ai fait. Parce que c'est ça, en fait, qui montre que vous avez la capacité. Même si ce que vous ne faites n'est pas parfait, au moins, ça montre que vous avez l'esprit d'initiative. Et c'est ça que les entreprises blockchain regardent. Est-ce que vous avez l'esprit d'initiative? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que c'est toutes ces petites choses-là? C'est pas forcément être le meilleur développeur qui va vous faire ça indépendant. De voir que, il a développé un projet sur, je ne sais pas, il a développé un projet sur la gestion cadastrale. Il a développé un projet sur l'amélioration du système de santé. Tout ça, en fait, ça constitue votre portfolio. Et après, ça vous permet de vous vendre à l'international. Donc, pour ce qui est des opportunités, moi j'ai récemment des demandes. Est-ce que tu as des développeurs blockchain? Non. Donc, il y a énormément d'opportunités qui payent bien. Pourquoi est-ce que si tu es développeur, tu peux pas être développeur blockchain? Le pas, c'est un seul pas à franchir. Pourquoi est-ce que tu ne franchis pas cette limite-là? Et je sais, dans votre contexte, dans l'écosystème du web, tout là, lorsque tu es développeur, c'est vrai tu peux être freelance, mais c'est un peu plus difficile quand tu dis que tu es camerounais, tu es freelance. OK. Et il y a déjà tellement de ressources, la aux États-Unis, en Inde, en Chine. Pourquoi toi? Par contre, le Web3, c'est quelque chose qui est neuf. On a vraiment besoin de potentiel. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Ouais. Donc, je pose la question, mais bon, puisque vous dites qu'il y a énormément d'opportunités. Et voilà, ils ont dit formez-vous, mais ayez quelque chose de tangible. C'est ça, en fait, qui prouve que vous êtes capable de faire les choses. Ayez quelque chose, résolvez un problème. Même si vous n'allez pas au bout, ça prouvera à vos potentiels recruteurs que vous êtes prêts à aller de l'avant et à aller dans cette dynamique-là. Je ne sais pas si j'ai fini, s'il y a quelque chose.
Selon le rapport de Blockchain Employment Report, la demande mondiale pour les développeurs blockchain augmente plus de 300 à 500% chaque année. Aux États-Unis, le salaire annuel moyen d'un développeur blockchain est de $136,000, suivi de $87,500 et en Asie, $73,300. Juste une petite précision. Ayant fait le groupe, je veux dire que ça, ce n'est pas des salaires communs. Moi, je connais des salaires dans l'ordre de. Quand tu es compté dans le conseil 40 millions. Et là, vous constatez que dans le domaine de la blockchain, on a quasiment déjà compté. Et il faut savoir que plus que c'est difficile d'écouter un développeur blockchain, il ne s'attend pas à ce que vous soyez pour écouter ça dans le calcul. Vous ayez des petites connaissances, un petit portfolio de ce que vous avez eu à faire jusqu'à maintenant. Voilà, donc là maintenant, je vais passer la parole à Tim. Elle va nous dire un peu, elle va nous parler un peu de ce que ça fait de travailler dans une société blockchain. Il faut créer du contenu. C'est-à-dire, tout ce que vous apprenez, vous partagez. Aussi petit ce que vous avez appris, vous partagez, vous créez du contenu. Ce contenu-là sera sur Internet. Beaucoup de personnes vont vous contacter. Tout simplement parce que vous avez peut-être expliqué comment les coûts de liquidité fonctionnent sur une histoire. La personne comprendra que non. En fait, vous comprenez réellement comment ça fonctionne. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de réaliser un projet au début. C'est-à-dire déployer sur GitHub. Vous expliquez peut-être comment un protocole fonctionne et quelles sont les différentes failles de ce protocole-là. Au fur et à mesure que vous grandissez en compétences, vous pouvez créer maintenant des projets, vous faites un GitHub, parce que c'est important, pas toujours vous demander ça. Si vous voulez être développeur, il faudrait qu'il y ait quand même des ressources qui soient là. Okay? J'avais créé une newsletter, elle est toujours là, et par le biais de cette newsletter, j'ai été contacté toujours par quelqu'un de l'extérieur. Newsletter sur la sécurité, qui parle des différentes failles, comment est-ce que les failles sont, comment est-ce qu'il faut auditer un contrat, comment est-ce qu'il faut hacker un contrat. Juste en publiant la 3e, 4e, 5e édition, 2 personnes m'ont contacté. Une personne de l'un et de l'autre qui était dans le même pays. Donc, il faut vraiment prêter attention à ce que la GitHub, c'est important. Mais ce que vous avez appris du développement, ou ce que vous avez appris de la blockchain, partagez, faites des articles, écrivez. C'est important pour la visibilité parce que quand on va voir que vous maîtrisez, vous comprenez ce que vous faites, on va forcément venir vers vous en temps de mandat, peut-être que voilà, est-ce que vous avez réalisé un projet, vous pouvez monter votre GitHub. C'est tout. En ce qui concerne les salaires, c'est vrai qu'on a dit 80, mais ce n'est pas forcément ça. J'ai été confronté à cette situation. Il fallait discuter. Et c'est pour ça que, voilà, je me suis fait pour dire, il faut savoir se faire vendre. C'est important. Parce que vous pouvez être compétent, mais si vous ne parlez pas bien, on va avoir l'impression que vous êtes un cadre. C'est important. Moi, je sais de quoi je parle. C'est une réalité. J'avais été contacté d'un homme comme ça, qui travaille avec un Indien sur un projet, et on voulait que je dise du contrat. Je lui ai donné mes conditions, elle a dit que c'est trop cher. Il y a les Indiens qui se mettent dans le travail, c'est trop cher. On ne va pas forcer. Mais il faut savoir où je vais. C'est important. Pour avoir ces salaires, parce que vous pouvez être le plus intelligent de la classe, mais à la fin de la journée, ce n'est pas vous qui êtes le plus riche financièrement. Donc, savoir ce que va nous aider. Donc, ce que je vais dire parfois. On a parlé des salaires tout à l'heure. C'est vrai que j'ai écouté la question, mais je vais juste vous donner une idée. Lorsque je travaillais en tant qu'enseignant, je touchais 350 000 francs. Et lorsque j'ai commencé à travailler en tant que maîtrise, mais je suis prêt à apprendre. Et effectivement, c'est l'audace en fait qui crée souvent dans cette situation. Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas devenir contributeur? Pourquoi je ne peux pas devenir contributeur et produire?
ça marqué sur mon CV que je suis contributeur extérieur. Qui me bouge ici au Cameroun lorsque je suis là une autre qui? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Bon, peut-être parce qu'on ne sait pas. C'est vrai. Mais même si vous pouvez, même si vous ne voulez pas considérer pour les projets qui existent déjà. Bon, je veux dire, en tant qu'une personne, vous ne pouvez pas y aller. Mais bon, il y a, comment ça s'appelle? Nomadic Lab. Nomadic Lab, c'est un groupe de personnes qui sont mis ensemble. Ils développent, leur job, c'est de développer des protocoles pour améliorer la blockchain des os. Et ils reçoivent de l'argent, énormément d'argent pour ça. Ça veut dire quoi? Il y a une équipe qui est chargée de développement de Tezos. Il y a une équipe indépendante qui s'assise comme ça. OK, nous, Tezos, c'est notre affaire. On va améliorer ce protocole. On va le porter jusqu'à bout. Ils ont travaillé dessus. Ils font des demandes de subventions pour financer leur travail. On les paye pour ça. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Il y a tellement d'opportunités. Même pas, il suffit pas que travailler dans les entreprises. Rien que ce que je veux dire, même le salaire, vous oubliez d'aller travailler dans les entreprises. Si vous voulez être riche dans ce domaine, par exemple, développeur, blockchain, et vous voulez devenir riche, mettez-vous en bout de 4 ou 7. Vous faites des équipes, vous asseyez sur un protocole, vous êtes à Solana, au Bitcoin et la saturé déjà, pareil, Solana aussi. Bref, vous voyez un projet un peu porté, peut-être un oracle, vous asseyez, vous créez des petits, comment ça s'appelle là? Des petits, j'oublie le terme technique, des petits, disons, protocoles, des petits protocoles pour améliorer le protocole sous-jacent. Vous faites des demandes de subvention à ces protocoles-là en disant, OK, nous, on a déjà pu faire ça, mais on a besoin de plus de financement pour aller plus loin. Si c'est la langue, vous vous en aurez. Donc, il y a aussi ça. Et je pense que tu Avant d'aller chez Jane, j'avais dit ça un peu. Depuis 2020, nous collaborons avec la Fondation Kim. La Fondation Kim, c'est l'un des premiers projets à avoir besoin Solana. Et en suivant le projet de prêt, je me suis rendu compte à un niveau, la Fondation Kim a décidé de contribuer à une partie du code de Solana. Parce que comme vous dites, les projets sont pour la plupart open source, dans sa vie, n'importe qui peut créer une nouvelle proposition officielle. Et si elle est pleine c'est adopté. Et à un niveau, je me suis rendu compte que la Fondation qui a contribué au compte de Solana. Et généralement, dans le token économique, comme il en parlait tout à l'heure, il y avait Solana prévu une partie, donc, ils ont prévu une partie de fonds pour rémunérer toute personne qui contribue. Voilà. Ouais, toutes les blockchains ont un fonds pour cela. Et à l'époque, je pense que la Fondation qui avait reçu 1% de tous les Solana en circulation. Donc, imaginez-vous tellement leur contribution était grande. Au moment là, ils ont reçu 1%. Vous voyez, Solana, c'est quelque chose qui vaut aujourd'hui en 2 milliards de dollars. Donc, imaginez-vous recevoir 1% de potentiellement 32 milliards de dollars plus tard parce que vous êtes assis là, vous avez réfléchi que bon, il y a des choses qui manquent là, des choses qu'on est en train de faire. Donc, on va le faire et voilà. Effectivement, dans les économiques, quand vous allez étudier les blockchains, là, il y a la distribution des jetons. Il y a une partie qui est souvent réservée au futur, au développement futur. Il y a toujours une partie qui est réservée justement pour les développements qui sont faits par les membres de la communauté, pour les constructeurs. Vous pensez que tout l'argent-là, ça part à qui? Ça part à qui? Aux gens qui sont des développeurs blockchain et qui s'asseyent pour travailler. Donc, il n'y a pas que la porte de je vais aller travailler chez Idjara, je vais aller travailler chez Binance. Il y a aussi cette voie-là. Il y a aussi vous pouvez aussi entreprendre. Il y a plein de choses. Blockchain company. So what you have to do with just receive that. I mean, I just talk about how is it. Okay. I'm going to take it section by section. And start with the smart contract part. Okay. Yeah. For example, we have a feature that is called staking. Well, yeah, we have a smart contract where
people can actually stake their cryptos in order to get another means of making income from the Java. Also, it has been in my mind, so being not consider what person or person have access to your name and the other doesn't have access to it. For example, I think somebody knows in finance, right? Yeah, finance is also that is you have no control over. I can say you don't have full control for your wallet, but they your mnemonic. That is your mnemonic. I don't know if you know what's a mnemonic. Your mnemonic is like your secret. Donc, je pense que quelqu'un d'avoir ça sent que quelque part parce que ça, sauf si vous-même vous tenez à cette personne. Donc, finance, comme j'ai dit, Costa Java énormément d'accès à vos les moyens de contrôler votre compte. Ok, je peux dire comme, par exemple, chaque every day, right, I have to make sure I because since right, and buy and sell crypto, I have to make sure daily, as you said, production developers only so can I my contract. For example, for blockchain development, I can see we use Solidity, small pieces, potatoes, and Ethereum smart contracts. For backends, we have backend services, we use Push.js, we have Flutter, and to be able to broadcast transactions. For example, we send all the signatures. Right. They are broadcasted to the blockchain. And for that, we have a library, I think the library resource, Trustbar, which we kind of like implementing using another library that is Trustwallet. I don't know if you guys know Trustwallet. So we have, then we use Kotlin, Swift. That's what you can understand that. But doing a blockchain development, you're not just specific. You can do smart contract development, yeah. When you want to see the blockchain development, the other aspects, you find yourself touching other aspects, impacting front end or even mobile. Okay, so as I said, I have to, we have, since it's not procedure, right? We have to make sure people's transactions are moving on. So we have a backend service where we should be able to tell if transactions are failing. If they are failing, then I have to check which transactions are failing and why. Maybe there might be an increase in the gas, maybe there are some, there's another problem, there's a protocol upgrade I wasn't aware of, and then has caused some dysfunction, I have to address it. Yeah, so we do daily monitoring of transactions. Yeah, and also, what is that? Yeah, we do daily monitoring of transactions and yeah, smart contract checking. There's two smart. I think we said something that smart contract is once you write a smart contract, right? It is on the blockchain and we can look. We said, but I think we can look at smart contracts on the board, and we are now in stage called upgradable smart contract, where you can actually upgrade your smart contract. That is, you have a logic somewhere, right? I don't know how you have something called a proxy contract and a smart contract because we make contracts, but we like to tender in my information. So if you go for a basic and static smart contract, it cannot be updated. It cannot update the lost previous data. So with an upgradable smart contract, you have your proxy. That is where all your data is stored, and you have the contract. So that contract itself can be upgraded. So if in time we realize something new needs to be added, we are upgrading the smart contract without losing any data. So that's what we look after. And also, yeah, I think when you go, for example, you have access to see your balance, you can see your transactions, and for that we use Web3.js, where we constantly query the blockchain for details regarding people's transactions, their balance, the blocks, for example. Yeah, we want to know the blocks in which transactions were made in, the number of transactions results that we have in. So we need to we have to interact with the blockchain, and we have to interact with the blockchain also. Because we usually have some problems interacting with the blockchain using Web3. Sometimes we need nodes on our own. For the various, for example, for the various features we have, right?
we have respective rules for each crypto. So whenever we are querying from the blockchain, we actually query through our various routes. So for some one or two reason, let's say they are going to upgrade on some crypto protocols may have upgraded, and yeah, we have to make sure our nodes were up to date. For example, when new protocol actually talk about the protocol like this and you know the protocol. So once the protocol is approved, right, it's the version of the crypto protocol itself is changed. You have to upgrade the version to what has been made, because if the changes made, there have been vulnerabilities that have been resolved, there have been functionalities that have been added. So you always have to make sure stay up to date on protocol upgrades, stay up to date on changes. For example, know how you do query request for various stuff, but the way you query them can change. So you always make sure nothing has changed, everything is the same. Make sure people make sure we track and monitor customers' transactions on the blockchain, make sure it's working well, if it's failing, find out why it's failing and resolve it. We have smart contracts. If we think in this administration, we upgrade them, we'll upgrade the smart contract for you. Yeah. I think that's all for the And what about the people who work with them? What people, I mean, since you are actually a smart contract developer, I mean, who else do you do that really have to work with in order to make sure the product you want to deliver work as? Well, if you're not a blockchain developer, Yes. oh, okay, yeah, we had a need, but it was built already. Because yeah, I'm not actually a full stack that I can move that is Twitter backend and smart contract, but to be one of the, for example, there are various rules as a blockchain developer. You can be a full stack blockchain developer, you can be a smart contract developer, and you can be a security blockchain developer. So I'm not 100% because I don't have web skills and React JS. So we needed someone to take that gap with the God. So yeah. So if you can be a full stack, you might not need you don't have to be a blockchain developer, you don't actually need to get into smart contract. If you have good knowledge to be in the web, like in the web development that like React JS, you can actually be a front-end blockchain developer. That is, you just interact with the blockchain using web you don't forced to go directly to smart contract. You can stick within the front-end blockchain, back-end blockchain developer. For example, that's smart contract. Yeah, you know, smart contract and deploy. And as a blockchain, as a back-end blockchain developer, you might just be exploring the various let's say endpoints when you get that, because the smart contract have endpoints, so it's less people get it. So you as a backend developer, you can explore the various endpoints to make put it to your use and make it accessible for the front end blockchain developer. So yeah, you don't actually need to get into blockchain development. You don't actually need to get into smart contract development. You can specialize maybe in being a front end blockchain developer, a backend blockchain developer, yeah, or you can be a fully blockchain developer by getting smart contract. You know, but I advise you to go for. Yeah, you have more credibility to start as a full stack blockchain developer. Yeah, you can get opportunities for the others, yeah, but to make yourself more credible and open to every opportunity that comes your way. You make sure you can grab from every section, front, back, yeah, smart contracts. Super. Je pense qu'on a assez parlé, on se dit, on arrive à la phase de plus. Je pense que c'est tout d'abord tous la possibilité de compter des questions. Donc, on va faire questions, on se peut désigner simplement la personne que vous voulez, qui vous voulez, on pense, ou bien poser généralement la question à une personne qui va intervenir.
La première question au dernier de cette présence, d'abord, en fait, dans la, le comme ça, la avec, du coup, ce soir, on est en train de parler du développeur full stack à développeur. Moi, j'ai quand même pourquoi je suis développeur. Je suis développeur avec laquelle des gens. Moi, je me dis, si je laisse ce que je connais déjà faire pour l'influencer la blockchain, quel est le risque? Pour qu'elle nous aider en pratique. Combien de temps ça peut la pour intégrer complètement l'écosystème? Est-ce que je peux faire la blockchain et en même temps, de manière efficace, faire également du fondé et être assez pertinent parce que c'est pas facile de prendre sur le temps. Et si tout ça est possible, pour commencer, pour faire la blockchain, comment ça va prendre toi? Comment se trouve exactement? Bon, je ne sais pas si vous avez mentionné ça, que si tu fais une bonne blockchain, tu n'es pas vraiment obligé de laisser, comme j'ai dit, tu peux prendre un blockchain de c'est-à-dire tu utilises ces notions en lien. Mais juste que, donc, au lieu d'appeler les infos backend, par exemple, tu appelles directement le nom de la blockchain. C'est-à-dire, oui. Donc, tu peux toujours faire des designs. Donc, par exemple, les services blockchain, c'est toujours des sites. Tu vois des sites des sites de développement réel. C'est juste qu'au lieu de faire tu fais directement les équipes de la blockchain. Vous avez besoin de je beaucoup de blockchain. Plus de ça fait de React. Pour faire cela, tout d'abord, il faut quand même avoir une notion de comment voilà, c'est justement pour ça qu'on est là. C'est là qu'il faut la question. Pourquoi ne pas prendre des gens quelqu'un qui est là? Parce que honnêtement, en tant qu'on n'a pas de prendre tu comprends un peu? Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai une offre devant moi, si j'ai une offre de l'avoir indiqué, le fait 5 personnes se présentent, c'est lui qui aura les compétences dont tu peux répondre. Là, tu vois un peu le pourquoi. Donc, même si l'autre se présente là avec une maîtrise de rien, tu n'as pas touché blockchain, toi qui as touché blockchain, tu es avantageux par rapport à lui. Donc, tu as l'avantage que bah, je vais m'intéresser à toi un peu plus. Donc, c'est clair que ouais, si je trouve pas avec des exemples blockchain, il faut personne, je serais obligé de regarder qui est le plus bon parmi de tout ça, évidemment, pour essayer de faire la formation en blockchain dernièrement. L'idéal pour moi, c'est que je pense qu'il y a des notions. Maintenant, si je veux apprendre la blockchain, je commence. Voilà, justement, on a Gilles, qui est là. Oui, merci pour la question. Si tu veux commencer à la blockchain, premièrement, tu devrais commencer par comment la blockchain fonctionne. Est-ce que tu connais comment une transaction fonctionne? Est-ce que tu connais comment avoir un bitcoin? Tu vois le mécanisme qui se passe derrière? Tu dois commencer par là. C'est la base. Parce qu'au début, les blockchains n'ont pas été créés pour l'information, pour échanger de la valeur pair à pair. Avec l'évolution, les smart contracts sont arrivés, qui existaient même déjà, mais que Ethereum a juste essayé de prendre un peu plus fort. Donc, tu dois comprendre d'abord comment est-ce qu'une transaction fonctionne de manière basique. Parce que le smart contract, c'est tout aussi une transaction. Parfois, ils sont payants, parfois non payants. Parfois, on appelle le message code. Donc, ce sont des transactions. Donc, tu dois comprendre comment est-ce qu'une transaction fonctionne. L'architecture même de la blockchain, les différentes composantes de la blockchain, par exemple, la machine virtuelle, comment est-ce qu'elle est composée? Parce que quand tu écris, par exemple, un code, tu le déploies,
il y a certaines variables qui sont exécutées dans la mémoire, d'autres sont exécutées ailleurs, dans le storage. Je crois que le storage, c'est lui qui est persistant. La mémoire est volatile. C'est important de le savoir. Parce que quand tu as écrit les contraintes intelligentes, on va dire qu'il y a une faille ici. Pourquoi il y a la faille ici? On dit que bon, il faut optimiser le contrat intelligent, c'est-à-dire diminuer les frais de transaction, les frais de gaz. Parce que chaque ligne qu'on écrit coûte de l'argent. C'est important de le savoir. Et si tu ne comprends pas l'architecture de la blockchain, tu commences juste à commencer à développer les contraintes intelligentes. Tu seras un développeur, ça ne veut pas dire nul, mais sans grande consistance. On ne brûle pas les étapes. Connais les choses, comprends comment le Bitcoin fonctionne. Le white paper Bitcoin, tu verras comment est-ce que ça fonctionne. Yellow paper, Ethereum, comment est-ce que ça fonctionne. L'architecture de Bitcoin, l'architecture de Ethereum, EVM, aussi Solana, et je te propose de comprendre d'abord Bitcoin et EVM. Parce que la machine virtuelle Ethereum est utilisée par presque toutes les blockchains aujourd'hui. Okay? Solana intègre déjà les EVM, ça veut dire qu'on peut écrire des contrats solides sur Solana et sur plusieurs autres. Il y a Avalanche, il y a Binance. C'est la blockchain la plus utilisée. Donc, voici ce qu'il faut comprendre. Une fois que tu as compris ça, tu es déjà un développeur, c'est-à-dire que tu connais comment est-ce que HTML, CSS, JavaScript fonctionne. Tu connais le JavaScript, c'est pour l'interaction, HTML, c'est le style, CSS, c'est pour le style. Maintenant, tu peux ajouter React, c'est important aussi. Ça, ce sont des éléments qui vont te permettre de produire le front-end, l'interface utilisateur. Parce que ce sont des sites aussi. Il y a des sites et on a besoin de personnes pour designer ces sites-là. Parce que si ce n'est pas attractif, si la solution ne sert pas n'importe comment, ça ne sera pas vendeur. Et aussi, c'est un problème. C'est qu'elle a parlé de développeurs blockchain. Il faudrait non seulement des smart contract développeurs, mais aussi il faudrait qu'il y ait des front-end développeurs. C'est important pour voir la plupart des applications blockchain, le front-end. C'est aujourd'hui que c'est en train de s'améliorer parce qu'elle n'avait pas une certaine consistance au début, ce qui rendait la chose parfois plus complexe. Mais avec le temps, on a besoin de personnes qui sont vraiment smart dans le développement du front-end parce que ça reste la partie visible de l'iceberg. C'est important. Une fois que tu as fait ça, ces différents langages, alors, ces différentes langages de programmation qui se focalisent sur le front-end. Maintenant, il y a la partie smart contract. Tu vas comprendre. Si tu veux être développeur smart contract aussi. Parce qu'il y a le smart contract, il y a le front-end. Maintenant, il y a des librairies qui permettent de lier le front-end et le back-end. Il y a ITJS, il y a le Web3.js, qui sont des librairies JavaScript qui permettent de pouvoir lier ça. Tu vas apprendre facilement le smart contract, Solidity. C'est facile pour débuter, difficile pour maîtriser, difficile à maîtriser. Donc, ça c'est pourquoi, parce que ça semble que si vous avez des développeurs JavaScript, vous allez voir que c'est pas, sont presque le même. C'est pas vraiment difficile, mais il faut prendre du temps pour bien comprendre. Parce qu'un jour, tu vas te lever, tu vas pas, non, tu connais déjà. Quand tu vas te rendre compte que tu as des problèmes au Nigeria, tu vas comprendre comment tu vas faire. Donc, ce n'est pas vraiment difficile. Tu peux travailler en parallèle. Tu apprends des compétences de la blockchain. Tu continues avec ce que tu fais. Parce que ça te brûle vraiment. Tu connais la blockchain. Tu peux faire les calculs de manière tu vas accuser la cita. C'est vous qui avez parlé, on a dit que c'était 69 000 dollars. Oui, il y en a. On paye les gens 69 000 dollars, ça existe. Mais il faut atteindre un certain niveau de compétence. Il faut atteindre un certain niveau de compétence. Il faut atteindre un certain branding. C'est extrêmement important. Dans le branding, il y a la façon dont tu communiques.
Parce que je vois qu'il y a beaucoup de compétences en ligne, il y a aussi. Est-ce que vous pouvez mettre à disposition et mettre à disposition peut-être que oui, chaque semaine, peut-être des news, voilà, peut-être que vous partagez des informations, et partager des opportunités, partager des informations. Je pense que c'est mieux parce que en 2017, j'ai participé à un projet qui avait pour but de discerner des produits, en fait, des produits, comment dire, de bonne qualité dans les supermarchés. En fait, de faire la différence entre ces produits et la contrefaçon. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait avec la blockchain. Tu fais une application, tu arrives dans un supermarché, tu as l'IAN, comme ça, tu as son IAN, c'est-à-dire son identifiant de l'IA. Tu scannes juste ça, et puis ça te retracer tout le parcours, tout le produit est passé. Donc, ça te retracer même jusqu'aux différents fournisseurs qui ont contribué à créer ce produit-là. Donc, une telle application, par exemple, grâce à ça, on est déjà acheté ce qu'on va acheter au centre commercial. Chaque fois que tu fais sur une bloc, ça c'est un produit utile, par exemple. Donc, je vois pas, je veux dire, Bitcoin existe déjà, Ethereum existe déjà, Solana existe déjà. Ils font très bien leur travail de plateforme de support, plateforme de blé, tu peux tout aussi gagner ta vie là dedans sans créer un coin. Parce que si tu penses que créer un coin va donner toutes tes valeurs à ton projet, ou bien il y a vraiment une réelle utilité derrière le coin que tu as créé, mais avant tout, tu commences à créer. Comme, premièrement, tu vas comprendre qu'il y a une différence entre un coin et un token. Je ne sais pas si tu connais la différence. C'est important. Ça, on a parlé de comprendre d'abord la blockchain. Créer un coin peut le faire. Un token encore plus facile. La plupart des tokens, les crypto-monnaies, avec les gens de 65 on développer avec un contrat qu'on ajoute la liquidité. Et en fonction de l'utilité du projet, il y a un certain nombre de choses comme un petit mix. Le projet peut prendre la valeur comme un petit mix. Donc, ce sont les smart contracts. Qui a un exemple, par exemple, une crypto-monnaie. École. C'était du Bitcoin, c'était blockchain. Quoi, c'était un token. Quoi? Non, peut-être qu'ils ont voulu. Bon, il y avait peut-être l'intention, mais c'est bon. Non, je pense que parfois il y a des intentions. Mais quand il dit que ton bloc, c'est pas une bouche. C'est parce que. Il n'y a pas eu de contraire. C'est vrai qu'il y a eu l'intention. Mais tu as été bloqué. Oui, je ne sais pas le contraire. Bon. La première question, c'est parce qu'il a parlé de. Et surtout qu'il parle aussi de token économique. Voilà. Quand il a commencé à faire la Bitcoin, son projet qui était basé sur Bitcoin, dont il a beaucoup fait la publicité. Ce qui m'a intéressé, c'est la valeur économique des tokens. Parce qu'en principe, pour faire des crypto-monnaies, on n'a pas besoin de tout pour faire des crypto-monnaies. Donc, moi, je me suis intéressé au token économique et à la technologie qui est derrière. Et tout de suite, je me suis rendu compte que c'était une sorte de fork du Bitcoin. Avec le Bitcoin, déjà avec les smart contracts dessus.
Et en plus encore, l'économie, il y a derrière, tu ne connais pas trop. Je veux dire, et comme si tu devais te lancer au Sénégal, je pense au Sénégal, on ne sait pas le autres qu'on utilise, non? Ensemble. Voilà. Donc, tu as un écosystème qui fonctionne avec ta propre monnaie et tout. Pourquoi? Je veux dire, tu fais ton projet à implanter dans une petite ville qui est en création, une nouvelle monnaie, encore. Tu vois que ça devient un peu tricky. Donc, et je pense que c'est aussi même pour ça que le projet a échoué. Parce que tu vois, dans la phase d'infrastructure technologique qui devait être mise en place, surtout quand il faut qu'il y ait sans trouver. Sûrement, il y a des personnes qui ont dit, ah, là, il y a des élèves, ils vont lever facilement des fonds, tout et tout. Et puis, à côté, l'équipe qui devait travailler sur le projet ne pouvait pas vraiment la chose, il devait passer la chose facilement au sérieux. Tu vois, et c'est l'une des choses qui rend le projet très peu critique. De nos jours, et quand il n'est discuté, c'est pas, je veux dire, tu vois, il y a des gens qui savent pas qu'ils ont lancé le truc. Ils l'ont lancé, mais parce que personne sérieux n'a voulu collaborer avec eux après avoir étudié tout l'aspect technologique là. Je me rappelle au lancement, le CEO de l'expérience, par exemple, à l'époque, a eu cette hésitation. Tu vois? Pourtant, quand c'est un bon projet, bah, on dit pas d'hésitation. Quand tu te lèves un matin, tu vois une liste d'expérience. Tu vois un peu le truc. Le coin a été listé. Ça a été créé, on peut regarder ensemble. Ouais. Personne n'a dit. Voilà, tu vois, c'est des chiens qui sont passés. C'est que les gens on l'a suivi, quand il m'a fait ça, je ne vois aucune valeur. Parce que, mais si tu passes sur le site, donc, quand tu es sûr, tu vois que il travaille avec il m'a dit les conseils très fortement. Si quelqu'un qui a des choses de chez lui, il va faire son agence. Un conseil français. C'est pas un conseil financier, mais de ma propre expérience, c'est pas un conseil. Donc, vous voyez, c'est l'idée, mais quelque part où personne ne peut pas bien aller. Il reste que les gens passent. Bon, voilà, donc on poursuit. Donc, par rapport à la volatilité, il y a plusieurs facteurs qui influencent la volatilité. L'une des causes fréquentes de hausse-baisse, c'est lorsque les personnalités qui toujours vous disent, ah, j'aime bien ce projet-là. Et du coup, c'est que ah, il faut investir dedans. Du coup, ça fait que les gens commencent à acheter et la valeur Ethereum de passe à The Verge avant qu'il ne passe au proof of stake. Il y a eu beaucoup d'engouement, on se disait que la valeur d'Ethereum allait quadrupler, moi-même qui ai étudié. Mais il y a rien justement parce que les demandes techniques font que les gens comprennent, en fait, ça crédibilise le projet. Et donc, un projet qui est crédible est un projet qu'on peut avoir dans son propre compte. Donc, il y a la crédibilité, il y a ce qu'on appelle le trafic d'influence, et là, il poste Dodge. Tout le monde se rue sur le Dodge. Il y a quoi d'autre? L'utiliser. En fait, c'est la raison pour laquelle il a dit de créer
token. Je lui ai dit quoi faire. Parce que là, vous avez avec Ecoin, vous avez le cas typique d'un gars qui est venu. Déjà, Ecoin, ce n'est pas Ecoin qui est l'investigateur du projet, hein, il faut le savoir. Non, c'est pas lui. C'est en fait une équipe de deux joueurs américains, ou je ne sais pas trop quoi. Lui, il est juste un ambassadeur. Après, on a dit, viens, gars, parce que, en fait, il avait la banque d'euros, l'Afrique, la Cuba, qui développait avec les crypto-monnaies. On a dit, OK, qui dans l'écosystème, qui dans notre écosystème est un gars qui vient d'Afrique, un gars qui a été élevé par des millions d'années, un gars qui peut fédérer tout le monde entier. L'école, logiquement, il vient, il ne sait même pas ce que c'est que les crypto-monnaies, il dit, je veux construire une ville intelligente, blablabla. Donc, vous me dites quoi? En fait, une crypto-monnaie, c'est d'abord son utilité. Si tu n'as pas d'utilité, ton projet de smart ville et tout, c'est pas intéressant parce que on a besoin d'une Afrique qui est prospère, qui a tous les services de santé sont accessibles. Mais pourquoi est-ce que pour avoir accès à ces services de santé, là, vous pas venir payer un peu? C'est la question qu'on se pose, tu vois. Quelle est la plus-value de ton école? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas payer un bitcoin, par exemple? Pourquoi est-ce que pour un école, pour payer? Tu vois. Ça n'a pas rien de plus-value. Par contre, à l'école, ce qu'on appelle les utilities tokens, on va te dire, OK, pour utiliser mon service, il faut que tu aies mon coin. Et toi, comme tu veux utiliser le service, tu seras obligé d'acheter le coin, tu vois, l'utilité. Il n'y a pas que les utilities tokens, il y en a plusieurs, security, il y en a plusieurs. Donc, l'utilité. En fait, moi, ce que je dis souvent aux gens, on n'achète pas les crypto-monnaies parce qu'on veut acheter. Pour moi, quand je vais acheter des crypto-monnaies, première chose, ça sert à quoi? Parce que je sais que la volatilité est telle que, en fait, même si tu as le meilleur projet au monde, du jour au lendemain, tu peux te retrouver à zéro, tu vois, à $0, ton truc, elle vaut rien. Il faudrait quoi? Il faudrait que malgré sa valeur sur le marché, pour moi qui est ton token, je sois capable de l'utiliser. Je sais aujourd'hui que si Ethereum descend même à $0,001, je sais que je peux utiliser la blockchain Ethereum, justement avec les, je vais payer les gaz en Ether, c'est que je peux utiliser cette blockchain-là pour déployer mes applications décentralisées. Et là, ça ne dépend pas forcément de la valeur, je ne sais pas pourquoi. Donc, je sais que qu'importe ce qui arrive là, acheter même l'Ethereum à $1, on dit j'achète à $3,000, achetez-le à qu'il valent $1 aujourd'hui, je pourrais toujours déployer mes applications décentralisées dessus. Si je prends un oracle, n'importe quel oracle, le Chainlink par exemple, bon, il faut que j'évite de citer les mots des projets pour ne pas communiquer dans à aller faire des recherches dessus. Donc, si je prends un oracle, je peux dire, OK, je vais acheter un token d'oracle parce que je sais que lorsque je vais déployer mes applications de centralisées sur Ethereum, par exemple, j'aurai besoin qu'ils prennent des informations sur le web, en dehors de la blockchain. Pour ça, j'aurai besoin d'un oracle. C'est pour ça que je paye ce token-là parce que je sais qu'il va me servir. Sinon, je perds tout. En fait, le jour où sa valeur descend, je perds tout. Donc, il faut toujours miser sur l'utilité. Tu veux compléter? Bonsoir à tous. Bonjour petit, le développeur à Réa. Tout à l'heure, on a parlé de smart. La blockchain par les systèmes décentralisés. Moi, je vois déjà, la question c'est beaucoup plus par rapport à la dame ici. Comme on a eu l'idée, réfléchir pour un beaucoup. Quand je vois déjà, je l'entends une application mobile, on peut se connecter qui est une base de données faite avec un réel natif, c'est le front, et je ne sais pas ce qu'il y a derrière pour le backend. Maintenant, à côté de ça, on parle de décentralisation. Donc, je comprends pas comment on peut matcher tout ça pour qu'il faut fonctionner. Ok, le cas du dialogue pour la partie web, c'est plus sur le système. Pour la partie backend, je vais faire une base de données. La base de données sert plus à capter les adresses etc. Par exemple, pour voir des statistiques, des monitoring, savoir par exemple les adresses que
comment on a résolu. Donc, c'est ça, en fait, quand je savais la base de l'entreprise, c'est l'adresse, c'est différents blocs et ce qui s'est passé. Donc, on peut pouvoir faire des statistiques après sur qu'est-ce qui s'est passé et quand je vois. Mais si c'est en termes de les transactions, ça se fait directement sur la plateforme, ça ne passe pas sur les bases de données. Peut-être que c'est pas quelque chose ça le fait directement sur la blockchain et ça stocke sur notre base de données. Mais l'application interagit directement avec l'outil du pays qui est connecté à la blockchain. Toute transaction qui est faite, que ce soit du staking, que ce soit l'achat d'un ticket, que ce soit l'utilisation des bons, tout ça passe directement sur la blockchain. Donc, l'utilisation, on peut utiliser la base des bases de données. Si quelqu'un veut écrire une seule possibilité l'achat et la vente, si par exemple quelqu'un fait un seul, on peut quand même savoir quel utilisateur, les noms de tout basiques. Mais l'opération de donc, la petite transaction, l'opération peut faire que ça plus ici, c'est pas directement sur la blockchain. C'est à base de notre produit de l'information qui va se faire. Quand Gilles expliquait le fonctionnement de la blockchain, il a parlé de l'autre. On a une application, parce qu'on va intégrer tout ça, on utilise certaines librairies Java pour pouvoir matcher ça pour que ça corresponde avec les autres contrats. C'est pas bien compris ce que tu expliquais là. Par exemple, pour avoir des extraire les données de la blockchain pour avoir des données. Il y a par exemple là je suis sur le projet Solana et là il te donne toutes les librairies avec lesquelles tu peux travailler quand tu vas intégrer Solana. Tu vas te rendre compte qu'ils ont par exemple prévu que tu travailles avec une prochaine JavaScript, TypeScript, en C, en Shell. Là, tu as peut-être tu peux faire une transaction pour les transactions uniquement. Tu vas peut-être faire avec Solana Pay. Donc, on parle des que c'est pour les transactions. Donc là, tu as cette librairie-là qu'il faut donc et incorporer à ton projet pour pouvoir initier un certain nombre de requêtes. C'est de ça qu'il parlait. Comme ça, tu le là, tu vois, ça, ils l'ont fait justement, ils l'ont fait en JavaScript et en TypeScript. Par exemple, ils auraient pu faire en gros tout ça après. C'est la blockchain, en fait, c'est le développeur de la blockchain, c'est le fixeur de la blockchain qui te montre déjà que bon, en fait, voilà, si tu as besoin de telle chose, voilà, voici la nouvelle version, voici la version à tout. Et voilà, ça répond à ta question. Moi, je vais te prendre un cas de par exemple, un exemple. Je peux prendre un cas de comment ça se passe. Ok, bon, par exemple, comme j'ai expliqué, pour chaque espace, il faut pouvoir avoir les notes. Il faut toujours avoir les notes de chaque pour pouvoir faire des requêtes et puis, si on a, par exemple, on a eu un cas, je vais prendre l'exemple de Solana, par exemple. Solana, c'est un cas de Solana, il y a énormément de façon par exemple, on a beaucoup de transactions. Parfois, ça sature un point de par exemple, on a plusieurs qui ne connaissent pas. Et quand Solana sature, ça empêche certaines autres parce que le backend, on gère des donneurs qui traitent en sorte qu'on traite la communication. Donc, si c'est un certain on voit que Solana consomme, on peut bloquer, on peut tomber en fait pause sur Solana, puis les autres puissent être traités. Maintenant, à ce moment, on se rend compte que si on relâche, par exemple, Solana a joué tout de tout. Maintenant, certains entreprises, si les utilisateurs ont fait par exemple des essais, certaines personnes n'ont pas reçu leur argent tout le temps, déjà a reçu les photos. Quand on fait ce que, on prend, par exemple, si un client se trompe, il a bien se trompe, il a fait une vanne et on a reçu ses photos, mais on n'a pas envoyé l'argent, on prend le plus d'adresse de la personne
on a un service c'est-à-dire, on fait du data. Il y avait un temps la web, on est capable de choisir son adresse, de savoir dans quel bloc sa transaction se le contenu de sa transaction, à quelle heure et quand il a fait cette transaction. De ce mois-ci, on a la liste qui a fait dans ce bloc. Et ce bloc est parmi les blocs qu'on a mis en pause. Maintenant, on peut savoir si on va payer la personne. Parce que là, on ne peut pas vraiment aller ce qu'on est en train de faire. Donc, tout simplement, calculer le bloc en question. Et quoi exactement la bloc qui peut avoir, par exemple, on a vu en question et on prend des informations qui peuvent venir dans ce bloc. Et on voit s'il y a des avis séparation, on fait des scènes, des rapports. On prend toutes ces informations et si on a reçu l'argent, on peut les continuer. On interagit avec la bloc qui va voir, par exemple, les blocs, les transactions, si ça va, et pas, Tu as très bien expliqué, mais beaucoup de personnes, c'est pour laquelle ils n'ont pas bien compris. Je pense que si on essaie de visualiser la chose, ça veut parler d'architecture d'application décentralisée et de la transaction en elle-même. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Parce que si tu comprends comment est-ce qu'une transaction fonctionne, tu vas mieux comprendre ce qu'elle explique. Quand on parle de blocs de transaction dans les blocs de cours. Si on visualise ça, on dessine par exemple l'architecture d'une application de service, ça c'est extrêmement facile. Chacun va comprendre, ok, je dois apprendre ça parce que ça c'est actif, ainsi de suite. Donc, tout ce qu'elle a dit là, vraiment, elle a bien expliqué parfaitement. Mais si elle met avec poliment de ça, vous allez comprendre facilement. Et aussi, en fait, je pense qu'il y a, on commence à penser que lorsqu'on parle de solution blockchain, on doit expliquer la blockchain. En fait, le Web3 ne vient pas effacer le Web2. Le Web2 va toujours rester, donc on aura toujours des petits endroits de données centralisées. Mais la blockchain, elle vient pour quoi, en fait? Parce qu'on veut échanger de la valeur, ce que le Web2 ne fait pas. Donc, on ne va pas dire que parce qu'on utilise la blockchain, on dit tout. On stocke toutes nos données sur la blockchain. Encore que ça, c'est possible, mais ça coûterait énormément cher. Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de jumeler les deux. Et il y a justement les librairies pour faire la communication, pour faire le pont entre Web2 et Web3. Si vous faites la fiche, ce qui avance vite là. Ouais, ça, c'est les transactions qui sont en train de passer sur la blockchain, sur la en temps réel. Tu vois un peu, donc. Après, il faudrait qu'on parle de décentralisation en elle-même. C'est important. Parce qu'on parle de décentralisation, c'est beaucoup plus d'émotions pour lui. Si on va. Non, pas aujourd'hui. Ok, il y a pas de questions? Ok, s'il n'y a plus de questions, je pense que on est pratiquement. Il n'y a pas de questions. Ça m'a mis. Une dernière question alors. I'm Kiruma Sama. Question for Jay. Okay, with respect to the fact you said Ethereum nodes actually overweigh the system. Because you talked of transaction being done most on Ethereum, and you overweigh the system. Yeah, I'm talking about the system. And at times you need to like call the transaction and go and leave that of Venezuela to go through. Okay. I'm asking, okay, my question is it is it not a drawback with respect to your hosting? Is it because I don't believe it should be peculiar for wallet system? Okay, so when I said I don't mean like improve the transaction from going to the blockchain. What I mean is, for example, an example, you or I want to sell,
You want to send them, say you have some insurance, you want to send it like 5,000 funds, right? You made a transaction, I am Jara, you made a transaction to me. The transaction will go to the blockchain. I can't, the Jara can't stop, you can't post it on the blockchain. Yeah, once you really post it in the blockchain. So what I mean was that if you send it to yeah, once you send it to us, like we have our own system to the transaction that we're made to us. Like we are querying for the blockchain to know the transaction that we're made to us. So, but I said that when you say query the blockchain, you don't just query, you have to query by the block. I don't know if you job that transactions are grouped in blocks in the blockchain. So to know to get transactions to you query each block. So there are some cryptos, as I said, Solana, that generates a lot of blocks. So we want to know who are those who are sending us money, cryptos, Solana cryptos, Solana right? We are querying the Solana blockchain to get those information. But at a certain point, Solana has a lot of blocks, and querying each of those blocks is overwhelming for our system, our backend system. Yeah, so sometimes we post it and it's at night when people are doing their transactions and take photos. So I just wanted to understand that we don't stop, we don't post the transaction going to the blockchain. But when fetching or retrieving from the blockchain, right, to get convinced, we have to return the blockchain from see the money from 7 years, right? So when we try it, if we realize that it comes from one for us, post it, and then the others mean the others are going to and I think we don't put for long. After a certain time, we realize that others maybe are dormant and the certain quantity of drugs we keep them. Yeah. It's the number. Is it the okay, I think every company has its way to present the blockchain. Actually, I mean, it's always depends on the issues supposed to handle things. And for you, I mean, how you want to manage them. I think for them, for example, they are seeing that, I mean, things are going very fast and putting they are receiving a lot of data at this time. And maybe it can like put them to order, I mean, according to the space they actually have for it. Actually. So that's why they have I think you could have put a system to actually pull receiving those data. But it doesn't mean, I mean, like, I mean, to understand that we have to know what to know this, because it's not about the code. I think everybody doesn't know what it is. So, actually, when you are building on the blockchain, you can choose whether to use somebody's node that to the or establish your own. Once the node is actually the node that you put in place for your service to actually interact with the blockchain. So there are some public nodes you can actually use, and you can also set up your own actually. And when you set up your own, it requires a lot of resources actually. And the thing is that the node always has to maintain the current version of the blockchain. So let us say somebody is uploading, I don't know, so many types of content on the blockchain. Actually, you have to keep up to date with all those things actually. Exactly, and those things I think that are going in your what's that saying in the space required for that actually, and like dealing with it real time can, I mean, it can at some point, depending on how much other things you're doing at that point, it can really see, I mean, I'm feeling like cost a lot actually. So I think that's the answer. That's you. You will discuss after. I'm okay with this. Il n'y a pas de questions. Bon, je pense que c'était la dernière question. Comme vous voyez, déjà discuté. Vraiment, nous allons
clôturer. C'est vrai qu'on devrait aider continuer parce que si vous allez constater, il y a tellement de choses à partager, il y a tellement de